De novembre à février, le soleil disparaît de la terre de Baffin. Les Esquimaux entrent dans leur vie d'hiver. Ils chassent et posent leurs pièges à la lueur d'une vieille amie, la lune. Un jour, en janvier, le soleil revient à l'horizon, à peine quelques instants, puis disparaît encore. Mais il revient le lendemain, le jour suivant, et chaque jour, il reste plus longtemps. Et cette fois, voilà le soleil pour de bon. Quand les enfants chantent, c'est toujours bon signe. Malheureusement, la chasse est parfois mauvaise, les hommes ont faim et ils n'ont rien à rapporter au camp. Aussi, dès que le soleil recouvre la terre et l'immense banquise blanche, tout le monde est heureux. Les mauvais jours sont finis. Mama Poro. Mama Poro. Les hommes ici sont attachés à leur terre. Elle est rocailleuse, souvent couverte de glace à l'année. Mais l'allié des Esquimaux, c'est la mer. Elle est leur seul lien d'un camp à l'autre. Sur la glace, ils peuvent aller n'importe où, chasser l'ours blanc, le phoque ou le morse. Les phoques passent l'hiver sous la couche de glace. Dès que le soleil revient, les Esquimaux posent des filets pour les attraper lorsqu'ils nagent près du rivage. Ils fabriquent leurs filets eux-mêmes avec la corde qu'ils achètent dans les comptoirs de l'Arctique. L'Esquimau tire parti de ses seules richesses, la terre, la glace et l'eau. Un morceau de glace est encore la meilleure encre pour empêcher le filet de couler à pic. Si c'était une pierre, le soleil la chaufferait, elle ferait fondre la glace et coulerait avec le filet. Parfois, la chasse est bonne, et il faut qu'elle soit bonne, car si les phoques disparaissaient, la race des Esquimaux s'éteindrait elle aussi.
Tout le long de l'été, il faut accumuler de la viande de phoque dans des caches. On la met à l'abri sous de grosses pierres pour la protéger des renards et des ours. Et il n'y a pas que les hommes à nourrir. Les chiens aussi ont faim. Leur nourriture est un des gros soucis de l'Esquimau. Sans ces chiens, il serait paralysé. Et rien ne se perd dans un phoque. La peau fait des bottes et des vêtements, la graisse donne de l'huile pour la cuisine et l'éclairage. En avril, quand le soleil se hasarde un peu plus, toute la famille est dehors pour s'occuper du séchage des peaux et du grattage de la graisse. Et partout dans le Grand Nord, le printemps débute par un jour de fête. Le soleil ramollit la neige qui avait presque complètement enterré l'igloo. L'habitation de l'Esquimau devient humide et se met à fondre. Il faut déménager. La famille ne reviendra plus ici avant le retour de la longue nuit d'hiver, lorsque les pluies d'été auront lavé le sol. Le jeune Panilo est chargé d'atteler les chiens pendant que son père surveille le chargement. L'Esquimau est fier de ses chiens. Ce sont de bons compagnons, pas toujours très commodes. Un attelage en compte quelquefois 15, mais c'est tout juste assez pour tirer un traîneau. Les traîneaux sont très lourds. On y charge même les canots. Et chaque année, il faut compter 1 ou 2 passagers de plus. Un biscuit trompe le temps pour les impatients. C'est que le chargement est long et les Esquimaux ont l'habitude de ne pas se presser, à moins d'avoir de bonnes raisons. Puis, tout le monde tire le traîneau jusqu'au bord de la mer, encore gelé, où Panilo achèvera d'atteler les chiens. Panilo est un bon garçon. On dirait qu'il sait d'instinct tout ce qu'il faut faire pour aider son père. D'ailleurs, il ne tardera pas à devenir un aussi bon chasseur que lui. Qui sait, meilleur peut-être. Chaque chien a son harnais de peau de phoque. On attache toutes les courroies au traîneau grâce à des brochettes taillées dans une défense de narval. Grâce à sa courroie indépendante, chaque chien peut suivre son propre chemin dans la neige et le conducteur peut repérer tout de suite les paresseux.
encore dur sur la glace. Un gros traîneau y glisse facilement. Mais pas pour longtemps. Le soleil ne va pas tarder à la faire fondre en larges flaques. C'est l'époque où les Esquimaux cherchent une plage de galets libre de neige pour y dresser leur camp de printemps. C'est l'endroit idéal pour y planter leur tente à l'abri de l'humidité. Au mois de mai, le rivage se remplit de cris d'oiseaux. Les oies blanches reviennent faire leur nid et les guillemots se nourrissent dans les eaux libres en bordure des glaces. Sitôt la fonte des neiges, les guillemots se posent sur les rochers. Chaque printemps et chaque été, les oiseaux font leur nid sur les mêmes falaises. Et des générations d'Esquimaux sont passées là pour ramasser les œufs et se nourrir d'oiseaux. En mai, le soleil commence à se montrer presque jour et nuit, même si les nuages essaient de le cacher, et la terre s'attiédit peu à peu. Les chiens transpirent sous leurs grosses fourrures. Il faut leur mettre de petites bottes en peau de phoque pour les empêcher de se couper les pattes sur les cristaux de glace fondante. Puis tombe la pluie jour après jour, la pluie douce et tiède qui ruisselle partout. Mousse et lichens se mettent à poindre. De nouveaux bruits ramènent la vie dans l'air nordique. Ce sont les petits ruisseaux qui commencent à sourdre sous les roches et la neige. Et même dans l'Arctique, il y a des fleurs du printemps. Sur la mer, la croûte de glace est encore dure, mais la neige en fondant la couvre d'eau. Les phoques qui ont passé tout l'hiver sous la glace sortent pour leur premier bain de soleil. Pendant plusieurs mois, le phoque a gardé ouverts quelques trous dans la glace. Chaque trou est juste assez large pour qu'il puisse respirer. Dès que le soleil fait fondre la neige, il rogne l'épaisseur gelée avec ses dents, ses griffes et ses pattes nageoires, jusqu'à ce que l'ouverture soit assez grande pour qu'il puisse se hisser à la surface. Mais le phoque est prudent. Il commence par mettre le bout de son museau hors de l'eau pour flairer toutes les odeurs suspectes alentour. Puis il risque un coup d'œil à 2 ou 3 reprises avant de sortir complètement de l'eau. Il doit toujours rester sur ses gardes à cause de son ennemi mortel, l'ours blanc. Parfois, un jeune phoque vient s'amuser dans les hauts fonds près du rivage. Le jeune phoque est toujours curieux. Il aime partir en exploration.
S'il ne trouve pas d'autre trou, il n'en a pas pour longtemps à vivre. Hors de l'eau, il est sans défense et se sent mal à l'aise. Sa curiosité s'émousse vite et il préfère réintégrer son trou où il se sent en sécurité sous la mer. Après l'ours polaire, le pire ennemi du phoque, c'est l'esquimau. Panilo, Ay. kahit ka na waktu. Agwaking min. King min, nuk ka nga tiniyak patid. Oh. Oh. Quand le phoque dort sur la glace, l'esquimau s'approche, un écran blanc à la main. Il doit avancer tout doucement, redoubler de prudence. Le phoque fait de petits sommes irréguliers, puis brusquement il lève la tête et regarde autour de lui. Il faut donc savoir approcher quand il dort et se cacher quand il fait le guet. Mais il faut toujours marcher contre le vent, car le phoque sent le danger de très loin. Panilo a toujours aimé la chasse. Bientôt il pourra faire ses preuves, et cela deviendra pour lui, comme pour tous les Esquimaux, le plus clair de ses occupations quotidiennes. C'est une question de vie ou de mort dans l'Arctique. Le premier jeune phoque de la saison, de la viande bien tendre, un bon souper en perspective.
Avec sa peau, toute la famille va pouvoir se faire des bottes neuves. On commençait à en avoir besoin. Pourtant, un phoque ne suffit pas. Il en faut 3 par jour pour nourrir la famille et les chiens. Et la chasse reprend quotidiennement, car il faut penser à l'hiver qui vient et remplir les caches en prévision des mauvais jours. En juin, les nuits sont pareilles au jour. La neige a presque complètement fondu. Seule la mer reste couverte de glace et quelques précipices sont encore enneigés. La croûte de glace se fractionne sur toute l'étendue de la mer. Plus moyen de s'y hasarder pour aller à la chasse, et encore trop tôt pour mettre les kayaks à l'eau. Vents et marées poussent peu à peu les blocs de glace à la dérive. Beaucoup de ces glaces flottantes restent à l'intérieur de baies profondes. Pendant les tempêtes d'été, les vagues viennent tailler la glace en formes étranges, semblables aux sculptures d'ivoire de Narval. Au début d'août, le soleil de minuit est encore là. La mer, cette fois, est presque libre de glace. Au camp, chacun a son travail. Il faut sécher et réparer les chaussettes et les bottes en peau de phoque. Quand les bottes sont durcies, il faut les ramollir. Le travail des femmes consiste à les tremper dans l'eau pour les assouplir sur un morceau de bois. Le meilleur moyen serait encore de les mâcher, comme autrefois. Mais les femmes esquimaux d'aujourd'hui n'aiment guère ça. Les vieilles esquimaux font sécher les peaux de phoque qui feront des bottes et des mitaines. Il faut accumuler une bonne provision de peaux de phoque, car semelles et mitaines s'usent vite. Chaque esquimau a besoin d'au moins 15 paires de mitaines chaque hiver. Les hommes, trop vieux pour chasser, restent au camp. Ils grattent et nettoient les lanières de peau de phoque qui feront des harnais de chiens et des courroies de harpons. Le plus clair de l'été se passe à chasser le phoque en kayak et en canot. Pourtant, les Esquimaux ne sont pas difficiles. Ils prennent tout ce qu'ils trouvent et ce qui se mange.
Le char arctique est un gros poisson de mer. Les enfants l'attrapent avec leurs filets. 3 ou 4 fois par jour, ils reviennent, tout fiers, avec de belles prises qui s'ajoutent aux provisions du camp. Le gros gibier, c'est la baleine, lorsqu'elle s'aventure dans les baies pour s'y nourrir. La baleine blanche n'est pas toujours blanche, elle est grise quand elle est jeune. Une fois adulte, elle peut mesurer jusqu'à 15 pieds de long. On chasse aussi le narval. Il est à peu près de la même taille que la baleine blanche. Il a le ventre blanc et le dos moucheté. Le mâle a une longue défense d'ivoire. Les Esquimaux croient qu'ils l'utilisent pour s'attaquer à d'autres poissons. Il peut sûrement s'en servir car elle est dangereusement effilée. Cette défense peut atteindre 7 ou 8 pieds de long. Le narval respire en surface grâce à un évent qu'il a au-dessus de la tête. Il file aussi vite que les meilleurs kayaks et plonge d'un seul coup de queue. La viande de narval sert de nourriture aux chiens. Les hommes lui préfèrent le muktuk, l'épaisse couche de lard qu'on trouve sous la peau. L'Esquimau aime le muktuk plus que toute autre viande. Pendant l'été, les Esquimaux chassent n'importe quand. Ils n'ont plus d'heure pour manger ou dormir, plus de nuit pour couper leur jour et marquer le temps. Ils mangent quand ils ont faim et dorment quand ils sont fatigués. Mais la première chose qu'ils font en s'éveillant, c'est de grimper derrière leur camp pour fouiller l'horizon à la recherche d'une baleine. Tout de suite, la vie les reprend avec son terrible besoin de manger. Les vieux ont beau être perclus de rhumatisme, leurs yeux sont toujours bons. Personne ne peut leur en remontrer pour découvrir une baleine. C'en est une. Et plus d'une même. 2, 3, 4 baleines près des récifs. Et tout près d'elles, des narvals viennent respirer en surface avant de replonger pour se nourrir eux aussi. Les Esquimaux les suivent sans les perdre de vue et surveillent de près leur route. Dès qu'on a repéré leur direction, plus d'une minute à perdre. On chasse le narval en kayak à l'aide d'un harpon.
Une outre en peau de phoque remplie d'air, retenue par une longue courroie, permet de freiner l'élan de la bête quand elle est harponnée. L'autre bout de la courroie s'attache à la tête du harpon d'ivoire. On fixe le tout à un disque en peau de phoque placé à l'avant du kayak. Les fusils ne sont pas inutiles, mais on en a rarement besoin. Les chasseurs utilisent 2 harpons, le premier pour fixer le flotteur à la bête, le second pour la tuer. Les enfants suivent de loin dans un doris et surveillent les kayaks. Dès qu'ils ne voient plus de flotteur à l'arrière du kayak, ils s'approchent à toute vitesse car cela signifie que la bête est harponnée. Il faut guetter les narvals bien au-delà de l'endroit où ils sont sortis pour respirer. Normalement, ils doivent émerger plus loin pour reprendre de l'air. Les voilà. Un coup d'aviron sur l'eau les fait plonger et les oblige à ressortir presque aussitôt car ils ne peuvent jamais rester longtemps sans respirer. La meilleure tactique, c'est de se tenir près de la rive pour leur faire peur à coups d'aviron. Dès qu'ils plongent en eau peu profonde, ils ne peuvent plus sauver. Brusquement, quand on s'approche, ils repartent, se tournent sur le dos et nagent à toute allure pour s'enfuir. Quand le kayak les rejoint, les narvals font un nouveau bond et remontent en surface. L'esquimau n'a qu'une fraction de seconde pour jeter le harpon. Les voilà, tout est prêt. Ramène la bête blessée à la surface. On l'achève avec un harpon à pointe d'acier en visant un endroit vulnérable. Fini la chasse pour aujourd'hui. C'est un peu plus de viande pour l'hiver qui vient, un peu de crainte et d'angoisse en moins. Avec septembre, recommencent les tempêtes. Le soleil s'en va, les nuits s'allongent, et la première couche de glace gèle la surface de l'eau. En octobre, la mer va se couvrir de glace chaque jour plus épaisse.
Avec les blizzards coupants et durs, c'est l'hiver qui revient pour de bon. Le jour se meurt, chaque matin le soleil hésite à se lever à l'horizon. Un jour vient où le soleil ne se montre presque pas. Demain, il ne reviendra plus. C'est la vie de l'Arctique. Qu'importe, les caches sont pleines de viande. Les Esquimaux n'auront pas faim. Et le temps se poursuivra, heureux quand même, un peu partout sous les igloos de la terre de Baffin.